Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des agro-webinaires du mardi. Une séquence organisée en partenariat avec l'ACTA, Agrinium et l'Académie d'agriculture. Je suis Mehdi Siné, le directeur de l'ACTA, et c'est moi qui animerai aujourd'hui ce webinaire, qui est le troisième épisode d'une série dédiée aux données agricoles. Nous avons eu la semaine précédente un webinaire qui nous a permis de découvrir en quoi les données du big data et du smart data permettaient de créer des intelligences artificielles et des outils au service des producteurs par les instituts techniques agricoles. Pour le premier webinaire, nous avions eu une présentation autour de l'intérêt de la data visualisation qui permet d'orienter les décisions en agriculture. Et aujourd'hui, pour ce troisième agro-webinaire, nous aurons le plaisir de recevoir Héloïse Gilles, directrice de FIEA, donc de FAST Agritech et déléguée générale de FIEA, la Fédération des Arceaux, et Thierry Desforges, agriculteur et vice-président chargé de la commission R&D, la FNSEA. Je vous invite, comme à chaque fois, à poser vos questions dans l'onglet Q et R et nous aurons un temps dédié après les interventions pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les rassemblera pour la dernière partie de ce webinaire. Et vous pouvez également utiliser le chat pour communiquer avec les autres participants. Voilà, rassemblez vos questions, c'est très important dans QR pour qu'on puisse bien les prendre ensuite. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Héloïse Gilles qui va commencer sa présentation sur la maîtrise des données agricoles par les éleveurs. Et ensuite, nous aurons une discussion avec Thierry. Donc, Héloïse, ben, je te laisse partager ton écran et nous présenter Hop. ce que vous faites. Bonjour, alors normalement, hop, c'est bon, j'ai fait une demande de partage. Bonjour à tous, merci beaucoup déjà pour l'invitation et de me permettre d'intervenir sur ce sujet. Je mets l'écran en grand. Je vais prendre une casquette un peu plutôt élevage, ce qui sera complémentaire de la position de Thierry ensuite. Donc le but aujourd'hui, en quelques minutes et quelques slides, c'était de faire un peu un historique des enjeux autour des données en élevage et de mettre en avant quelques défis autour du partage et de la maîtrise du partage de ces données et de comment, côté FAST, côté Arsoe et avec d'autres acteurs du monde de l'élevage, on a commencé à mettre en place des outils pour répondre à ces défis de partage de données avec autorisation de l'éleveur. Pour commencer, une petite slide introductive que qui ne présente rien de nouveau, mais qui me permet de faire un panorama et qui met en avant la quantité de données qui sont de nos jours générées sur une exploitation agricole et notamment en élevage. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais maintenant, on a des sources multiples de données, que ce soit au niveau de données générées sur le matériel agricole, sur les tracteurs, de capteurs qui peuvent être disposés dans les champs ou même de colliers connectés autour du cou des animaux. Que ce soit bovin, ovin, enfin différentes technologies. Et toutes ces données sont collectées, amassées sur l'exploitation agricole et génèrent pas mal d'enjeux, notamment en termes de croisement, de partage, de conseils et de plus-value qu'on peut donner à ces données collectées sur l'exploitation. Si on fait un petit historique, je reviens un peu en arrière des périodes que je n'ai pas forcément connues, mais on peut voir que dans l'élevage, il y a eu différentes phases. Là, je viens de vous présenter le panorama un peu de nos jours avec tous les capteurs et toutes les sources de données qui existent. On va dire que ça a été progressif. Dans l'élevage, il y a eu une phase où, après la Seconde Guerre mondiale, les actions ont été vraiment concentrées sur le fait de produire, de nourrir la population. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le début de... il y avait déjà des données qui étaient collectées sur les fermes. Alors, j'ai eu témoignages de personnes qui ont vécu cette période-là avec les bandes qui étaient collectées sur les fermes en voiture et puis en conduite. Quand on met conduite, c'est qu'elles étaient vraiment conduites en voiture à l'INRA pour collecter les données. Il y a eu ensuite la mini-informatique qui a commencé à se mettre en place avec l'équipement, le début de l'équipement des exploitations agricoles. Mais du coup, l'objectif dans cette période-là, c'était vraiment de produire plus pour répondre aux besoins de la population. Il y a eu ensuite des crises
qui ont amené à une ère qu'on peut appeler un peu de la sécurisation. C'est-à-dire que là, le but, ça a été vraiment de pouvoir identifier les animaux et de répondre à des enjeux sanitaires, notamment. Donc, ça a vraiment accéléré l'informatisation des éleveurs, l'identification des animaux et de pouvoir suivre la traçabilité de toutes ces actions-là. Et ensuite, une dernière phase qu'on a appelée là la libéralisation, c'est vraiment le fait de la multiplication de la quantité des données, la mise en place d'échanges automatisés, ce qu'on peut aussi appeler les web services, et pour répondre notamment aux enjeux de la mondialisation. Je voulais mettre en avant aujourd'hui en le présentant, c'était que ces différentes phases, elles ont été accompagnées d'évolutions, notamment au niveau de la réglementation. Et ces enjeux-là qui sont très prégnants de nos jours, notamment dans le monde de l'élevage, il y a eu le RZUE qui est venu faire passer de l'ère de la sécurisation à la libéralisation, qui est venu redonner du contrôle sur la donnée. C'est qu'avant, et d'ailleurs, je prends l'exemple des structures que je représente, hein, les ARSOE, c'était un modèle très administré avec des zones géographiques réservées à certains acteurs. Et là, l'agriculteur avait très peu la main sur ces données. Dans l'ère de la libéralisation, la donnée devient un enjeu majeur en termes déjà de performance des exploitations, de valorisation et puis de différenciation des organismes agricoles qui, par exemple, apportent du conseil aux exploitants agricoles. Et du coup, la réglementation vient encadrer ces usages de la donnée. Alors, dans la STEN, on a cité 3 réglementations dont vous avez certainement entendu parler. Tout d'abord, le RGPD sur les données personnelles, mais dont on va peu reparler aujourd'hui. Il y a aussi des initiatives qui ont été portées, notamment par la FNSEA, sur la charte Data Agri, qui est une charte qui n'est pas contraignante, mais qui met en avant des bonnes pratiques sur la donnée, et notamment sur le contrôle qu'a l'agriculteur sur ce qui est fait de ces données. Et donc ça, c'est le côté proactif. Et ensuite, il y a la réglementation qui est en train de venir contraindre l'usage des données, avec notamment la notion de consentement ou d'autorisation. Alors, récemment, le Data Governance Act est venu introduire cette notion d'autorisation quand on parle de données professionnelles. Mais c'est vraiment l'enjeu principal, c'est l'accord de l'agriculteur, une vision et un accord de l'agriculteur sur à, à qui servent ces données et pour quel usage. Ce qui est important, c'est de dire que la réglementation fait apparaître de nouveaux besoins en termes d'outillage sur les échanges automatiques de données et du coup sur cette notion d'autorisation. Il y a un point important, là je cite un peu 4 défis, 4 freins à la circulation et au partage des données. Dans la suite, sur ce sujet, on va se focuser sur le sujet de consentement, autorisation, mais il y a d'autres thématiques qui pourraient être traitées peut-être dans d'autres webinaires. Il y a plusieurs freins à ce partage-là. Déjà, il y a une question de confiance. C'est qu'est-ce qu'on va faire de mes données? Je le partage avec mon partenaire, mais qu'est-ce qu'il va vraiment en faire? Est-ce qu'il n'est pas en train de créer des nouveaux services qui va me faire payer plus cher après ou autre? Il y a un sujet aussi qui peut être aussi, se rapprocher d'un mythe, c'est de la valeur de ma donnée. Alors, on dit souvent ma donnée, elle vaut quelque chose. C'est vrai qu'une donnée seule, non croisée, non agrégée, au niveau d'un département, d'une région, d'un type de production, d'une race, a peu de valeur. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est de pouvoir faire du big data, du croisement. Mais du coup, il y a ce mythe-là aussi à combattre, si on peut dire comme ça. Il y a un sujet aussi autour du fait que les données sont souvent rattachées à des services ou à des outils. Je ne le citais pas dans ma slide précédente, le Data Act, mais le Data Act, c'est la réglementation qui vient redonner la main à celui qui achète du matériel IoT, du matériel connecté, sur ce qu'il peut faire de ces données. Et ce n'est pas seulement la personne qui lui a fourni le capteur ou l'outil IoT qui a le droit d'utiliser la donnée. Et ensuite, il y a pas mal de défis. Je sais que dans le monde agricole, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est mon outil de gestion parcellaire, il ne communique pas avec mon outil de gestion de troupeau. Et puis en plus, cette donnée-là que je remplis là, je dois la remplir 3 fois parce qu'il n'y a pas de partage entre mes outils. Donc il y a un vrai sujet d'infrastructure technologique, et j'aurais même pu rajouter sur la slide un sujet qui est traité notamment par l'association Numagri, hein, sur la cohérence et la normalisation de quel langage on parle. Donc c'est à la fois en termes de technologique, de tuyaux, mais aussi de comment la donnée, la nomenclature autour de la donnée. Et c'est des sujets qui sont traités notamment par Numagri. Donc,
Pour la suite, il me reste quelques slides sur la partie gestion des autorisations et des consentements. Donc, c'est un sujet sur lequel, je peux dire en introduction, côté donc Arsoe, FIEA et côté FAST, on a travaillé depuis plusieurs années. Pardon. Ah non, c'est bon. Et notamment dans le cadre d'un projet dans lequel l'ACTA aussi était impliqué, qui est le projet Multipass, qui était, si je me souviens bien, en 2018 ou 2019, qui réunissait des acteurs comme Arvanis, Lacta, Lidl, j'espère que j'oublierai personne, je n'aurais pas dû commencer à citer tout le monde, FIEA, et qui a permis de faire un POC sur ce sujet de gérer des autorisations, des consentements et sur la technologie. C'est d'ailleurs ce POC qui a mené côté Arsoe au fait de développer l'outil Agatha Consent, dont je vais vous parler un peu dans la suite de cette présentation. Juste pour revenir, pour mettre tout le monde d'accord sur le sujet, sur qu'est-ce que doit contenir, que ce soit un consentement ou une autorisation. Il y a 5 informations principales. Un consentement concerne un détenteur, donc des données. Un bénéficiaire, donc c'est celui qui va être le responsable de traitement, qui va utiliser la donnée. Il doit demander un consentement pour un usage, donc c'est une finalité du traitement. Usage R&D, marketing, conseil, statistique, voilà, ça peut être varié. Et il doit concerner une famille de données. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la donnée, on est sur une famille de données. Si je prends un exemple dans le monde de l'élevage, il pourrait y avoir une famille de données qualité du lait. Dans la famille de données qualité du lait, il n'y a pas qu'une seule donnée, il y a plusieurs données, il y a plusieurs taux protéiques qui sont mesurés, qui font partie de cette famille qualité du lait. Ce qui permet notamment une certaine flexibilité quand on donne un consentement, une autorisation sur une famille de données, c'est s'il y a des nouvelles données qui viennent enrichir cette famille, de ne pas être obligé de te redemander le consentement à chaque fois qu'une nouvelle donnée vient s'ajouter, mais en même temps, il faut que ces familles soient cohérentes et pas trop larges pour pas que ce soit un peu ce qui est fait actuellement dans certains contrats, de se dire bah, c'est tout, à partir du moment où on a une relation commerciale entre nous, bah, je peux utiliser vos données pour mes usages. Donc le but de la réglementation, c'est vraiment de venir découper les usages et les familles et d'avoir un consentement pour chaque duo famille-usage. Et ensuite, il y a une période d'exploitation qui doit être définie, donc une durée de validité qui commence à la signature et qui finit. Alors, la réglementation n'a pas encore imposé de période de validité. On parle de consentement éclairé. Donc, pareil, on peut aussi se dire pendant combien de temps un consentement est éclairé. Mais il n'y a pas de période de 1 an, 3 ans, 5 ans qui a encore été imposée par la réglementation. Ah oui, du coup, je suis allé un peu vite. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Le but et pourquoi on a travaillé, que ce soit dans Multipass, puis en développant l'outil, c'est parce que ça passe tout seul, pardon. Puis dans l'outil Agatha Consent, c'était de pouvoir automatiser la vérification du consentement avant tout échange de données. Désolé, il y a une animation qui... Donc le but, c'est d'avoir des tuyaux qui sont les systèmes d'échange de données et le système de gestion de consentement, qui est la vanne, pardon, qui vient autoriser ou pas l'échange de données. Je vais aller sur la slide suivante, ce sera plus agréable pour parler et pour vous. Nous, donc, on a travaillé, donc j'ai parlé de Multipass. Je voulais vous parler de plusieurs exemples concrets dans le monde de l'élevage. On a notamment, on parlait de ces tuyaux et de ces vannes, on a répondu à un appel d'offres de la Confédération nationale de l'élevage, donc FAST, pour développer le système de gestion de consentement, donc Agatha Consent, et en partenariat avec AgData Hub, qui a développé le système d'échange de données. Le but de cet acteur, Confédération nationale de l'élevage, pour toutes ces familles, c'était de mettre à disposition, et puis dans la suite du POC qui avait été fait avec Multipass, c'était de mettre à disposition un socle technologique qui permet à des personnes à des porteurs de domaine, ce qu'on appelle, qui ont des bases de données dont ils veulent sécuriser l'accès, d'utiliser ce système d'échange et ce système de gestion de consentement pour sécuriser l'accès aux données de la base. Donc, ça permet de créer, on parlait de confiance comme frein au partage des données avant, ça permet de créer ce cadre de confiance qui dit, bah, vous inquiétez pas, vous pouvez autoriser un bénéficiaire sur une période donnée pour un usage bien spécifique à utiliser vos données qui sont dans notre base et il n'y aura pas d'envoi de la donnée tant qu'il n'y a pas le consentement qui est bien présent. Le système d'échange de données va venir vérifier la présence du consentement avant l'échange de données.
Et c'est ça qui est assuré et ce que la CNE voulait proposer comme socle technologique à ces familles. Le premier acteur qui s'est engagé dans ce projet, c'est le France Génétique Élevage, sur la base de données génétiques des ruminants, sur laquelle a été mis en place le système d'échange de données d'AgDataHub et notre système de gestion de consentement pour sécuriser les échanges de données. Il y a un autre projet que vous connaissez peut-être dans le Grand Est, Harmonie Grand Est, qui utilise Agatha Consent aussi pour gérer les échanges de données dans le cadre de ce projet-là. Peut-être que certaines personnes aussi ici ont entendu parler du cas d'usage Sanibob, qui s'appelait avant Camion Sain, qui est un cas d'usage qui permet de vérifier l'état sanitaire des animaux quand un marchand constitue un camion avec des animaux qui viennent de plusieurs élevages pour bien avoir le dernier statut sanitaire de l'animal et pour pouvoir éviter de mélanger des animaux qui sont potentiellement malades. Ces thématiques sur la sécurisation des échanges, sur l'utilisation de gestion de consentement ou d'autorisation, selon le type de données dont on parle, automatisées. Il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de l'élevage qui sont en train d'en parler et qui sont en train d'étudier le sujet. Donc, j'ai parlé de transgénétique élevage. Il y a bien sûr sur les données identification, un domaine porté par Champ d'agriculture de France qui est en cours de cadrage. Il y a un projet il y a un projet côté données laitières dont vous avez peut-être aussi entendu parler, dont je ne parlerai pas plus, mais vous pouvez vous renseigner, qui est porté par le CNIEL, qui s'appelle la valorisation des données lactées. Et donc vraiment, ce sujet de permettre l'innovation par la donnée en ouvrant les bases, mais en ouvrant les bases de manière sécurisée et avec le consentement et l'autorisation du détenteur des données, qui est l'agriculteur ou l'éleveur à la base. C'est vraiment la thématique du moment. On voit que les données, il faut que les données s'ouvrent pour permettre l'innovation, pour permettre les croisements, pour permettre de mieux produire de manière plus durable avec tous les enjeux auxquels fait face l'agriculture. Mais cette ouverture de données, elle doit se faire dans un cadre sécurisé, de confiance et de contrôle de l'éleveur et de l'agriculteur en général sur ces données. Et c'était ma dernière slide. Merci Héloïse. Donc on prendra les questions, comme je le disais tout à l'heure, à la fin des deux interventions. On va discuter maintenant avec Thierry Desforges pour donner un peu de terrain et puis de concret, même si ce que vous faites est bien sûr très concret et très terrain, Héloïse. La vision d'un agriculteur est intéressante aussi autour de cette maîtrise des données par la profession pour favoriser l'innovation, comme tu viens de le dire. Donc, Thierry, peut-être commencer par te présenter. Voilà, tu es agriculteur, mais tu es où? Tu cultives quoi? Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Alors, tu as le micro coupé, il faut l'ouvrir pour lancer la discussion. Voilà. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Bonjour Héloïse, merci pour ton éclairante intervention sur les enjeux de la donnée agricole. Et je pense que pour commencer, enfin, je saluerai quand même le travail du monde de l'élevage sur ces thématiques de données filière élevage, a quand même un temps d'avance dans le monde agricole sur la gestion de la donnée. Moi, je suis fils d'éleveur. Mon papa était éleveur laitier et bon, le contrôle laitier, je crois que c'est ce qui a mis un pied, en tout cas, dans la gestion de la donnée dans le monde agricole. Donc, en tout cas, je salue tout le travail qui est fait de ce côté-là. Euh, pour ma part, donc, je suis agriculteur dans l'Essonne, à 30 km à vol d'oiseau de Paris. Euh, je suis céréalier, polyculteur, on va dire. Je fais du lavandin, enfin en tout cas des plantes aromatiques pour faire de l'huile essentielle. Je fais des légumes secs et puis des grandes cultures, blé, colza, betterave, voilà, lin, etc. Sur une exploitation qui fait 250 hectares. Donc, c'est une exploitation qu'on dit de taille moyenne. Alors, moi, que je dis de taille minuscule parce qu'on est sur un marché mondial et que, en fait, nos concurrents ont des exploitations qui font 50 000 hectares. Donc, en fait, une exploitation de 250 hectares reste toute petite à l'échelle mondiale sur les marchés qui nous intéressent. Voilà. Mais on reviendra là-dessus parce que c'est intéressant, justement, quand on parle de données de pouvoir se comparer et de pouvoir tirer des avantages compétitifs de l'usage de la donnée dans un marché hyper concurrentiel.
Donc, tu voulais aussi quelques mots de mon parcours. Alors, donc, j'ai un parcours un peu sinueux, mais j'ai travaillé en tout cas dans les entreprises, y compris chez InVivo. Puis après, j'ai travaillé dans une entreprise phytosanitaire. Donc, je suis formation agro complétée d'un master marketing de l'ESSEC. J'ai travaillé dans le monde du marketing dans une firme phytosanitaire à l'échelle européenne. Donc sur de la stratégie de développement de nouvelles matières actives ou de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Je travaille beaucoup sur les alternatives aux produits phytosanitaires dans cette société. Voilà, donc voilà pour mon parcours professionnel. Et j'ai créé une start-up en 2013. J'ai créé une start-up qui m'a donné aussi l'occasion de cofonder avec 4 copains une association qui s'appelle la Ferme Digitale, qui aujourd'hui a pris un petit peu de son envol. Alors moi, j'ai quitté la Ferme Digitale depuis que je me suis installé en agriculture. Mais voilà, et je me suis investi dans le syndicalisme agricole à l'échelle départementale, bien sûr, et à la demande de notre président Arnaud Rousseau, sur la thématique en particulier de la donnée et du numérique plus largement à la FNSEA, donc, où je suis vice-président d'une commission qui s'appelle la commission R&D. Voilà, et je m'occupe de tous les dossiers, toutes les thématiques en lien avec la donnée. Merci pour cette présentation, Thierry. Alors justement, quel enjeu, puisque tu es bien dans la partie, on va dire, de tes responsabilités, et puis même au cœur du sujet en tant qu'exploitant agricole, quels enjeux tu vois autour des sujets numériques pour les agriculteurs, de ton point de vue? Voilà, quels sont les grands enjeux qui sont devant nous sur ce sujet du numérique aujourd'hui? Alors, les enjeux, ils sont nombreux, hein, mais en fait, la finalité, tout à l'heure, Héloïse a parlé de la valeur et de la difficulté d'exprimer la valeur d'une donnée. Mais pour moi, l'enjeu de la donnée, il est d'abord de créer de la valeur. Euh, Si on ne crée pas de la valeur à partir d'une donnée, à quoi bon dépenser de l'argent pour la créer? Parce que, évidemment, pour pouvoir produire de la donnée, il faut qu'il y ait un investissement de départ qui soit dans le tracteur, qui soit dans le capteur, qui soit même si, je veux dire, on fait de la donnée captée manuellement sur une feuille A4, et bien, à un moment donné, il faut prendre le temps de la retranscrire pour qu'elle puisse être exploitée. Donc, la base, effectivement, c'est l'investissement, oui, mais quelle valeur générer de cet investissement? Donc l'enjeu prioritaire, c'est de pouvoir redonner de la valeur dans les exploitations agricoles, dans un marché qui, comme je le disais tout à l'heure, est de plus en plus concurrentiel parce qu'il s'est internationalisé. Et en fait, nous, on a quand même la conviction que la donnée doit permettre, par le biais de la traçabilité, par le biais de services rendus, notamment on parle beaucoup de paiement pour services environnementaux ou par le biais de filières. Je pense par exemple à 2BSVS, qui est la certification durable des céréales, enfin, ou des produits en tout cas qui servent à la génération de carburant ou d'énergie. Donc, en fait, pour tous ces cas d'usage, en fait, sont orientés vers la création de valeur. Donc, ça, c'est la priorité. Le deuxième aspect, pour moi, des enjeux de la donnée, c'est, mais on peut prendre l'exemple d'Agatha, par exemple, c'est la souveraineté, la propriété de la donnée. Donc, protéger la donnée de l'agriculteur pour éviter, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, mais si demain on mettait publiquement nos données sur les traitements phytosanitaires ou nos interventions dans les champs, avec un accès direct et immédiat, est-ce qu'en fait on ne se retrouverait pas avec certains détracteurs qui parfois peuvent avoir des comportements assez violents directement dans nos cours de ferme et des drames humains à cause de ça. On en a déjà, hein, on a déjà identifié
notamment des suicides d'agriculteurs soumis à une pression. Dans le monde de l'élevage, ça arrive beaucoup, soumis à des pressions locales, et en fait qui ne supportent pas cette pression et ce stress constant, et qui en fait, ça, ajouté à par exemple des difficultés financières, peuvent conduire en fait à des situations extrêmes. Donc en fait, la protection de la donnée a aussi ce rôle de pouvoir protéger l'agriculteur dans l'exercice de son métier, dès l'instant où il suit la réglementation et il répond au contrôle qu'on peut porter sur lui. Mais en fait, vraiment, c'est l'État qui doit diriger en fait ces contrôles et faire en sorte que les productions respectent la réglementation. Voilà. Et le troisième enjeu pour moi, et c'est peut-être le plus important, il s'inscrit en fait dans une optique de souveraineté, et là je parle plutôt géopolitique, parce que en fait dans le monde dans lequel on vit, toutes ces instabilités, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, dès l'instant où en fait on n'a pas la production agricole adaptée en tout cas aux besoins de la société, et ben en fait on n'arrive pas à se battre dans un monde qui nous est hostile. Et je vais prendre un exemple bête, hein, mais si demain on réduisait de moitié notre production de céréales, de blé, on aurait beaucoup de mal à nourrir notre population, voire la population de pays qui nous sont, avec qui on est associé et qui peuvent, dans le cas de conflits internationaux, en fait, se rapprocher de nous. Mais si en fait, par exemple, on est exportateur de blé dans un pays qui est proche de la France dans la gestion de conflits internationaux et qu'en fait, on n'a pas les moyens de fournir notre population et la population de ce pays, en fait, il y a vraiment une question qui se pose d'ordre géopolitique et stratégique. Donc en fait, d'avoir la donnée, et je vais prendre un exemple pour illustrer ça, je prends l'exemple de John Deere, qui est une firme américaine. Alors ceux qui m'ont déjà entendu, j'aime bien cet exemple-là, qui en fait est peut-être un des plus gros collecteurs de données en France issus du machinisme agricole. Et en fait, si vous prenez une donnée brute qui est simplement la vitesse d'un tracteur dans un champ avec une date donnée, vous pouvez savoir ce que fait le tracteur à ce moment-là dans le champ. Si vous associez par exemple la puissance, parce qu'on peut avoir la charge moteur, mais en fait, vous pouvez savoir qu'au mois d'octobre, le 15 octobre, un tracteur est en train de semer, la quantité d'hectares qu'il a semé, et comme c'est le 15 octobre, il y a de fortes chances qu'ils soient en train de semer du blé. Donc ça vous donne quand même, pour les États-Unis, la surface de blé qui est semée en France, avec quelques algorithmes qui fonctionnent bien, et un peu d'intelligence artificielle. En fait, ça donne, pour des parties américaines en l'occurrence, un avantage compétitif certain, parce qu'il est du temps réel, de l'avancement des chantiers de semis en France, de la surface en blé en France, et pas qu'en France d'ailleurs, à l'échelle mondiale. Et quand il s'agit, si on a des productions qui sont à contre-saison ou comme aux États-Unis, ça permet quand même d'orienter les filières de manière très précise, et c'est une arme très très puissante en matière de géopolitique. Voilà. Donc voilà les trois enjeux qui me semblent très importants. Je ne sais pas si ça répond à la question, Mehdi, mais Si, tout à fait. Alors, on a posé aussi une question à l'assistante. Elle s'est activée pour ceux qui ont déjà répondu. Elle est plus visible, mais sinon, vous pouvez répondre aussi à cette question pour tous les participants. Voilà, pensez-vous que la donnée agricole revêt un caractère stratégique pour l'État français sur le plan géopolitique? On laisse encore quelques secondes peut-être pour que chacun puisse y répondre. Et puis, ça sera intéressant de voir les résultats. De mon côté, j'avais une autre question, mais peut-être plus personnelle. Voilà, quel type d'outils tu utilises sur ton exploitation? Et puis, j'ai bien compris que la valeur d'usage était un premier critère très important pour l'utilisation de ces données numériques. Qu'est-ce que tu dirais à un agriculteur sceptique de l'intérêt, voilà, déjà d'utiliser des solutions numériques, mais aussi de partager ces données, parce qu'il y a aussi pas mal d'agriculteurs qui peuvent avoir aussi des réticences, voire des blocages à utiliser des solutions numériques. alors, en fait, moi, j'utilise, bon, comme d'ailleurs la majorité des agriculteurs, un outil de gestion parcellaire, hein, ce qui est aujourd'hui la base. Et d'ailleurs, enfin, en fait, bon,
s'orienter rapidement vers quelque chose qui sera obligatoire parce que, en fait, les échanges de données dans le cadre réglementaire vont voilà, se préciser. Et du coup, ça obligera quand même les agriculteurs à avoir des outils de gestion parcellaire pour pouvoir enregistrer leurs pratiques et pouvoir les partager avec les différents partenaires. Donc en fait, moi j'utilise ça comme outil. J'utilise après les outils dans mes tracteurs qui sont des GPS ou des outils Par exemple, je fais de la modulation de dose en fertilisation ou en pulvérisation. Donc en fait, voilà, j'utilise de la cartographie satellite. Après, en combinant les deux, bah, ça permet de faire de la modulation avec différents enjeux. Par exemple, je fais de la modulation au SMI où lorsque j'ai des terres, des ronds de sable dans des parcelles qui sont bien identifiées sur mes cartes, eh ben, je vais mettre un peu plus de semences parce qu'on sait que c'est des ronds où le blé va moins taler. Donc, on met un peu plus de semences au départ, ce qui permet en fait de pouvoir, sans changer la dose globale, mais d'essayer de mieux la répartir dans la parcelle pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Donc ça, c'est sur la partie semis. Sur la partie fertilisation, ben, on peut utiliser deux enjeux différents, hein. Soit pour faire de la qualité, donc on va mettre un peu plus d'engrais dans des ronds qui ont un peu plus de potentiel, ou soit un peu moins d'engrais dans les ronds qui sont déjà très bien développés. Donc, là, encore une fois, le but, c'est de mettre, si possible, un peu moins, mais surtout de répartir beaucoup mieux l'usage des intrants pour déjà baisser le coût des intrants ou optimiser en tout cas la dépense voilà, s'orienter vers une agriculture qui est plus responsable parce qu'effectivement, bah, quand on met trop d'engrais à un endroit parce qu'à un autre endroit, on en a besoin, bah, c'est ballot, il vaut mieux essayer de mieux le répartir. Bien que ces outils-là, moi j'ai un parcellaire qui est très complexe, hein, parce que j'ai une exploitation où j'ai plus de 110 parcelles, donc en fait ça veut dire que quand j'ai des collègues qui ont 4 parcelles pour 100 hectares, bah, c'est beaucoup plus simple hein, pour utiliser ces outils-là, mais néanmoins j'y trouve un intérêt à l'échelle d'exploitation. Et alors, qu'est-ce que je dirais à un agriculteur qui hésiterait en fait euh, à partager ses données ou en fait la première question que je lui poserais, c'est comment est-ce que tu ferais pour ne pas partager tes données? Du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quoi qu'on fasse, il y a au moins une partie de nos données qui sortent. Et je pense prioritairement aux tracteurs. Parce qu'il y a de moins en moins de tracteurs qui sont immatriculés, qui ne bénéficient pas ou qui ne disposent pas d'équipement en fait, pour transmettre des données. Donc déjà, je lui poserai la question, est-ce que tu es sûr à 100% que tu ne partages aucune donnée? Bon. Et certainement qu'il me dirait non, je ne suis pas sûr. Je dirais, d'une part, déjà, c'est important d'avoir un outil qui protège tes données et qui te permette de gérer ce consentement. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et ce que je lui dirais, c'est que euh, données ou pas données, si on faisait une analyse analytique depuis 30 ans avec et sans données, je pense que l'agriculteur se rendrait compte que sans la donnée, il n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas eu la donnée, il n'y aurait pas le progrès génétique comme on peut le connaître, il n'y aurait pas les travaux des chambres d'agriculture ou des instituts sur les progrès techniques dans les cultures. Et donc, en fait, on aurait forcément un peu de retard, voire même beaucoup de retard sur là où on en est aujourd'hui. Et pour accélérer encore et gagner encore en compétitivité, l'agriculteur doit partager sa donnée. Voilà. Ça semble une évidence. Après, tous les biais que j'ai cités un petit peu précédemment sont aussi à prendre en compte. Et je pense que c'est important que, en tout cas, au niveau de l'État français, on prenne vraiment la mesure et la dimension de la protection des données des agriculteurs, de ces outils de gestion de consentement, de la difficulté aussi de créer des business models. On la voit avec l'histoire d'AgData Hub, de créer des business models qui soient portés uniquement par le privé
ou dans la durée, dans leur exploitation, etc., qui soient portés par le privé, alors que les enjeux sont d'ordre stratégique, y compris pour l'État. Voilà. Ok, merci. Du coup, effectivement, on voit les résultats du sondage là qui vont complètement dans le sens que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand même une très grande majorité de personnes pensent aussi que la donnée agricole revêt un caractère stratégique pour l'État sur le plan géopolitique. Peut-être pour revenir sur ce qui nous a été présenté sur le consentement par Héloïse, on y reviendra aussi au travers des questions. On garde hein, les questions pour la dernière partie de la discussion. Voilà comment toi tu perçois cette question du consentement. Bon, tu l'as déjà vu, mais de manière peut-être un peu plus concrète. Tu imagines quel service peut-être voilà, important à préserver pour la protection de tes données en tant qu'exploitant et en quoi le consentement peut être utile voilà, dans ton métier? Est-ce qu'il faut mettre du consentement partout? Parce que ça peut être un peu compliqué aussi, alors, j'imagine, à gérer si à chaque fois qu'on utilise un service, il faut activer un consentement. Voilà. Est-ce que tu as des exemples de besoins ou d'attentes vis-à-vis de cet outil du consentement par rapport à tes activités? Oui, bah, en fait, moi, ce qui me semble déjà important, c'est que l'agriculteur, je pense en tant que membre de la société, puisse donner son consentement quand les données ont un risque de pouvoir être utilisées contre lui. Mais il faut que ce soit un consentement bien éclairé, bien sûr, et en fait qu'ils comprennent l'intérêt de les communiquer, mais qu'ils sachent aussi où elles vont, Mm. parce que le jour où en fait ça lui retombe dessus, au moins il comprend pourquoi voilà, ça lui est retombé dessus, parce que des fois c'est pas toujours simple. Enfin, vous savez que la réglementation est quand même compliquée, complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'activent pour créer de la réglementation, mais l'agriculteur en général lui, il est tout seul pour pouvoir, enfin tout seul, avec l'aide de ses partenaires, mais que ce soit des syndicats ou des chambres d'agriculture, mais en général, il est un peu seul pour regarder toutes ces réglementations. Et qu'il y a des choses qui peuvent passer à la trappe, donc c'est compliqué. Donc en fait, ce consentement permet aussi de pouvoir savoir d'où viennent les données, où elles vont. Ça, c'est important. C'est tout le travail qui a été fait avec AgriTrust notamment et Agatha ces dernières années. Et je pense que ce travail doit continuer. Voilà, moi, je sais que par exemple, sur mon logiciel de gestion parcellaire, il communique avec différents partenaires, y compris avec les services. Alors, il ne communique pas directement, mais en tout cas avec les services de PAC, de Télépac. Donc, je peux récupérer l'assolement de mon exploitation, les différentes pratiques, etc., qui rentrent en tout cas dans les cahiers des charges de différents, je pense, les BCAE de la PAC. Et du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la saisie de données Télépac pour la déclaration PAC. Mais en fait, il peut y avoir des données que je transmets dans mon XML et je ne sais pas où elles vont en fait. Donc, en fait, c'est quand même important de savoir que demain, si on connecte Télépac avec mes parcelles, par exemple, de savoir qu'il y a certaines données de mes parcelles que je ne vois pas, mais qui sont transmises quand même dans le cadre d'un dossier Télépac et qui peuvent ressortir de Télépac pour des partenaires privés, enfin, ou des gens, des privés, sur la base de fichiers qui sont rendus publics. Ok, merci. Alors, il y a pas mal de questions alors, qui sont posées dans le chat. On a beau dire qu'il faut les mettre dans questions-réponses, elles sont beaucoup mises dans le chat. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le bouton QR pour poser vos questions, mais on en a vu passer un certain nombre. On va réouvrir le micro, là, Héloïse, hein, je pense que c'est des questions qui sont aussi bien adressées à Thierry qu'à toi. Vous avez évoqué Ag Data Hub dans les interventions que vous avez mentionnées. Donc, on sait que cette société a déposé le bilan et est en difficulté
économique. Tu évoquais le problème de la difficulté du modèle économique, Thierry. Peut-être déjà préciser, parce que tout le monde connaît peut-être pas forcément non plus la société, et il y a une question dans ce sens-là, Héloïse, est-ce qu'il y a, voilà, quelle est la différence finalement entre Agatha Consent et puis le système qu'avait développé ou qu'a développé AgDataHub qui s'appelle AgriTrust, là, que tu viens d'évoquer également, Thierry. Peut-être que ça vaut le coup quand même que tu précises le positionnement des outils et que tu nous éclaires sur ce point-là, Héloïse. Alors, AgriTrust, du coup, AgDataHub, alors, si je reprends l'ensemble des solutions qui portaient, il y a, donc moi, j'ai cité leur solution d'échange de données qui est utilisée dans le cadre du projet avec la CNE, où on a répondu ensemble, eux, échange de données, nous, gestion de consentement. Mais AgriTrust, c'est une solution. Alors, il y avait plusieurs modules. Il y a une partie identité numérique qu'ils ont développé dans AgriTrust, et module, je ne sais plus comment s'appelle le module. Et après, il y a la partie consentement où, alors là, en toute transparence, c'était une partie, enfin, un outil équivalent, concurrent de Agatha Consent sur la partie consentement. Mais AgriTrust avait aussi une partie identité numérique. Ok. Et donc, il y a une question dans les participants qui t'est directement adressée. Est-ce que Agatha Consent héberge les consentements pour les filières végétales? Et Est-ce que ben, c'est pour prévenu? le moment, non, parce qu'on n'a pas de clients dans le végétal, mais il n'y a pas de limitation technique à le faire. En fait, la solution technologique, elle héberge un consentement pour une vache montbéliarde ou pour les données de contrôle de performance d'une montbéliarde ou pour je cherche un exemple dans le végétal, les intrants sur une parcelle X ou Y. Techniquement, il n'y a pas de limitation technique, c'est juste une question de projet et de ce sur quoi. Alors, historiquement, moi, je représente une structure qui, historiquement, travaillait dans l'élevage, mais pas que. Donc, après, ça va se développer petit à petit. Comme disait Thierry, mine de rien, l'élevage, la CNE et France Génétique Élevage, hein, avec le projet sur la base génétique, était en avance sur ces sujets-là. Et du coup, le végétal suit cette dynamique, peut-être avec un peu de décalage, peut-être en attendant un peu plus de voir ce que la réglementation va imposer. Mais il n'y a pas de, en tout cas, voilà, il n'y a pas de limite technique à le faire. Il n'y en a pas encore. Dans Harmonie Grand Est, il n'y a pas que de l'élevage, mais c'est quand même principalement l'élevage aussi. Il y a des coopératives végétales qui sont dans le projet Harmonie Grand Est. Et Thierry, peut-être un mot sur Tu évoquais aussi AgDataHub dans ta prise de parole, et puis le lien ou la difficulté qu'il y a à avoir un modèle économique par rapport à ce type de solution, et puis le lien avec l'État, puisque voilà, c'est un sujet, comme on l'a vu, géopolitique et très important sur l'économie et sur la protection en lien avec la réglementation aussi européenne qui avance sur ce sujet-là. Peut-être que tu peux dire un mot sur cette expérience que tu as suivie également. Oui, alors bon, j'ai suivi d'assez près la situation d'Agdata Hub, hein, puisque c'est une structure qui a été créée par les interprofessions, qui a été financée, alors en partie, en tout cas, en grosse partie par l'interprofession, et aussi par la Caisse des dépôts, hein, donc l'État a aussi également participé. Euh, Ça veut bien dire en fait qu'il y avait déjà la prise de conscience de la part de l'État de la nécessité, en tout cas, de financer ou de cofinancer une structure de ce type. En fait, la difficulté d'Agdata Hub, c'est dans un entretemps, en fait, avant que la réglementation, et je pense au DGA notamment, qui prend un peu de temps à se mettre en place, c'est qu'il n'y a pas d'obligation en fait, de créer des intermédiaires enfin pas des intermédiaires de données, mais des plateformes de gestion de consentement ou l'intermédiation de données même. Donc du coup, bah, s'il n'y a pas d'obligation, on est dans le volontariat, mais sauf qu'il y a une partie en fait d'utilisateurs de ces données qui n'ont pas forcément intérêt à rentrer dans ces systèmes du DGA. Donc en fait, c'est aussi pour ça que le système a du mal à trouver son équilibre économique et son modèle économique repose sur des abonnements qui ont du mal à rentrer parce qu'on est, comme je disais, dans un entre-deux qui va se clarifier dans les années à venir. Mais pour l'instant, voilà.
Le risque, parce que le risque est existant, c'est qu'en fait, tout ce système, tous ces systèmes-là soient appréhendés et soient pris en, enfin, en gros, qu'il y ait d'autres gens qui s'en occupent. Et je pense aux GAFAM. Parce qu'en fait, ils en ont clairement les moyens de développer des outils. Et si c'est les GAFAM qui développent des outils, je ne fais pas état de la sécurité des données et de ce que ça pourrait représenter, notamment en matière de souveraineté. Donc voilà pourquoi je pense que rien que l'enjeu de stratégie, mais en fait la question qui a été posée dans le sondage, bon, répond à cette question. C'est-à-dire que le fait que les données revêtent un caractère stratégique pour l'État français euh, suffit à motiver la prise de participation de l'État dans une unité en fait d'échange de données, telle que Aglatam. Ok. Oui, j'ai répondu dans les questions-réponses là, une question sur quel impact de la rédac Data Hub. Alors, de manière pratico-pratique, nous, sur le projet CNE, on va proposer une solution, on se doit de proposer une solution technique pour remplacer le CED, mais ça ne remplace absolument pas tout le travail de représentation, de prise, de partage de la position de l'État français sur tout ce qui est infrastructure de partage de données au niveau européen. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne remplacera pas, en tout cas, et qui doit être porté par l'État. Qui était la démarche engagée par l'État, d'ailleurs, avec la nationalisation, la passage sous gouvernance publique et toutes les étapes qui étaient en cours avant que ça s'arrête. Voilà. Donc, bon, il y a une question là qui vient juste d'arriver sur ce thème-là, le désengagement de l'État dans un data hub. Bon, je pense que c'est aussi un concours malheureux de circonstances dans le calendrier, puisqu'il y avait une volonté, en tout cas politique, clairement affichée ces derniers mois, sur le précédent gouvernement, en tout cas, d'accompagner cette démarche en entrant, comme tu viens de l'évoquer, Héloïse, dans la gouvernance d'Agdata Hub, mais qui n'a pas pu se mettre en place avec les difficultés économiques que vivait la structure suffisamment tôt ou à temps, on va dire, pour pouvoir être effective. Voilà. Et parce que même s'il y a des positions, une position politique qui avait été arbitrée et qui était favorable à rentrer dans la gouvernance d'Agdata Hub, ça n'a pas pu se mettre en place sur le plan économique avec les difficultés liées à la mise en place du gouvernement. Et on le voit encore aujourd'hui avec les difficultés budgétaires de l'État pour pouvoir mobiliser des fonds, des financements. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, c'est une question qui est posée par une autre personne, peut-être de la volonté des éditeurs ou des acteurs du numérique au sens large, pas que des éditeurs, on voit bien qu'il y a plein de solutions numériques qui sont développées par des agroéquipementiers, tout à l'heure le cas de John Deere était évoqué, aussi de garder finalement le statu quo sur quelque part une captation de la donnée sans que des solutions de ce type se mettent en place. Et on voit toutes les difficultés, en tout cas les années qu'il faut pour mettre en place des standards, de l'interopérabilité, des flux euh, entre les solutions qui sont peut-être liées, en tout cas c'est la question qui est posée, est-ce qu'elles ne sont pas liées aussi à la volonté des éditeurs et des fournisseurs au sens large de solutions numériques. Alors là, Héloïse, FIEA est une représentation d'une partie d'éditeurs de solutions, mais vous ne faites pas que ça, évidemment. Et vous n'êtes pas les seuls. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette question? Bah, non, mais c'est vrai qu'on l'a vu, je vois les commentaires que pose Gaël sur le sujet. On l'a vu aussi dans Numagri, il y a une vraie volonté d'aller vers de la normalisation des données, vers plus de standardisation des échanges. Mais après, il y a la volonté, puis il y a la concrétisation des acteurs privés. Et là, de vraiment s'engager dans le projet et d'utiliser ces solutions-là. Et moi, je suis d'accord avec Thierry qui disait que tant que la réglementation ne viendra pas obliger à le faire, bah, et c'est ça, on est dans l'entre-deux, là. Les solutions existent, il y a la réglementation de Data Governance Act qui est en cours de déclinaison en droit français. Ça va aider.
Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas la contrainte réglementaire, les acteurs privés, oui, peuvent avoir un intérêt à ne pas y aller. Je suis d'accord. Donc, et tout comme, et je vois l'historique il y a un projet qui était porté avec FIUA sur, Thierry parlait de l'échange entre les parcelles. C'était un projet entre mes parcelles et les éditeurs de solutions de gestion de troupeaux. Oui, bah, ça prend du temps parce qu'il y a la confiance, il y a est-ce qu'ils vont pas développer des fonctionnalités concurrentes de ce que je fais. Donc, il faut cadrer, il faut faire des accords. Voilà. Ça prend du temps. Ça commence à bien se faire avec mes parcelles. Mais, mais tout ça, ça prend du temps et au détriment de l'usage de l'agriculteur qui a ces deux outils qui ne parlent pas et qui doit saisir des données aux deux endroits. Mais je pense que ça va dans le bon sens et que dès que la réglementation viendra aussi appuyer ces points-là, au moins les infrastructures sont prêtes. Alors, juste sur l'échange de données, prêtes jusqu'au point où là, il n'y a plus avec DataHub. Mais comme dit Gaël, le projet européen, il y a une question d'influence de l'État français qui est non négligeable. Et là, en tant que FAST, FIEA, ce n'est pas nous qui allons le porter. Nous, on peut proposer des solutions techniques d'échange de données pallier à des besoins sur des projets, mais on ne remplacera pas le rôle de l'État et que porter via DataHub l'État sur cette représentation. Mais Oui, Thierry en parlera peut-être mieux que moi. non, non, mais moi, en fait, ce qui m'inquiète le plus pour la situation d'Agdata Hub, bon, en dehors, au-delà du fait que bon, c'est une entreprise quand même qui a permis quand même d'avancer énormément, et voilà, bon, on peut avoir aussi une pensée pour les équipes d'Agdata Hub qui ont quand même travaillé d'arrache-pied pour sortir une solution qui est reconnue partout en Europe, hein, voilà, qui est reconnue par tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'unanimité autour du travail avec Data Hub. Bon, et on n'a pas pu, en tout cas, les différentes parties prenantes n'ont pas réussi à sauver le soldat avec Data Hub. J'en suis bien déçu, d'autant plus que derrière ça, il y a un gros travail qui est initié sur la simplification. Et en fait, tu l'as dit, Héloïse, saisir deux fois ou saisir trois fois ou saisir quatre fois pour les agriculteurs, c'est insupportable. Donc, ce travail est en cours. Moi, je suis vraiment très, très inquiet quand même de la possibilité d'aller très vite sur ces chantiers de simplification sans pouvoir, en se passant voilà, alors, la dernière réunion qu'on a eue sur le groupe de travail simplification, bon, il y avait un chef de projet, un directeur chef de projet avec DataHub qui était en cours de recrutement depuis l'été. Bon, voilà, on ne sait pas si ça va être fait ou pas fait. Donc voilà, moi, je suis un peu en attente, mais je crois, alors je suis de nature positive, c'est-à-dire que je crois les services du ministère qui travaillent d'arrache-pied pour fournir des solutions de simplification. Mais c'est vrai que voilà, c'est là où on va rencontrer quelques difficultés avec l'absence, par exemple, de l'identifiant numérique, parce que c'était quand même une solution qui permettait de gagner beaucoup de temps sur ces chantiers de simplification. Alors, merci. Peut-être pour une dernière question. Si là, on a beaucoup parlé des aspects réglementaires et puis de l'intérêt en termes de valeur et d'usage qu'il y a à échanger des données. Moi, j'avais une question, mais ça reprend un peu la dernière qui nous reste, qui est remontée autour des technologies, peut-être plus à Héloïse. Est-ce qu'il y a eu des avancées finalement sur le plan technologique qui facilitent ou qui rend les échanges, en tout cas, de données plus simples aujourd'hui que ce que c'était. On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis 2 ans, notamment. Je ne sais pas si c'est des sujets qui sont des leviers pour faire sauter aussi ces verrous-là. Des verrous. On n'en a pas trop parlé. Mais il y a aussi, il me semble, des verrous techniques, ou en tout cas, il y avait des verrous techniques. Est-ce que c'est des choses qui ont évolué récemment? Ou pas du tout? On est toujours. Alors, dans le réseau des Arsoé, c'est des technologies qu'on regarde, bien sûr, pour se tenir au courant, se tenir au courant de l'état de l'art technologique sur les échanges de données. Il y a notamment, si je prends un exemple euh, de ce qu'on peut faire dans une des structures que je représente au Cléo, il y a une technologie qui s'appelle l'IPAS, qui est en cours d'étude et qui justement permet de faire des connecteurs plus facilement entre des outils.
Après, encore une fois, c'est une technologie qui est existante, qui est maîtrisée notamment dans d'autres pays européens, qu'on peut mettre en place, mais il y a toujours le verrou après de la confiance, de la politique, de mettre en place ces connecteurs et de partager des données. Mais voilà, en tout cas, oui, oui, les technologies évoluent. Je partage ce qui était dit avant sur les difficultés à mettre en place des standards en termes de normalisation des données. Mais c'est des sujets qui avancent. Dans le monde de l'élevage, dans Numagri, il y avait un cas d'usage porté par le CNIEL qui a abouti sur les données d'alimentation du troupeau laitier. Ça avance, après ça prend du temps et il reste toujours ces verrous. Après, la réglementation vient aussi, par exemple, redonner la main à l'agriculteur sur avec qui il veut partager ses données. C'est-à-dire que si il veut partager avec une start-up concurrente de son conseiller en élevage, bah, il a le droit de le faire et qu'il y a un moment, on ne doit pas le bloquer technologiquement pour le faire. Ok. Mais sur le plan technique, je ne rentrerai pas dans le détail des solutions. Mm. Mais en tout cas, oui, oui, ça bouge et il y a de plus en plus d'automatisation d'échanges et de facilitation de connexion entre outils qui sont faits. Ok, parfait. Ben, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions qui ont été posées. Merci, je vais vous remercier pour vos interventions et puis pour cette discussion sur ce dernier épisode autour des données agricoles dans le cadre de nos agro-webinaires. Euh, je vous invite à vous connecter ou à voir en replay tous les épisodes puisqu'on met sur notre chaîne YouTube respective Acta et Agrinium, mais aussi Académie, les agro-webinaires, tous les agro-webinaires depuis leur lancement. Donc là, on termine le cycle sur la donnée. Nous allons poursuivre l'année prochaine, les prochains recommenceront en janvier avec le thème de l'arbre dans les territoires. Et donc, ben, je vous invite à vous reconnecter pour ce webinaire, ce prochain agro-webinaire qui aura lieu le 14 janvier. Donc, on reste sur les mêmes formats, 13h, 14h, avec 3 épisodes sur un nouveau cycle qui débute autour de l'arbre dans les territoires avec un premier intervenant qui sera André-Jean Guérin, auteur de l'ouvrage Des forêts, des arbres et des hommes. Et ce sera mes colistiers de l'Académie, en l'occurrence, qui animeront ces prochains épisodes. Merci Héloïse, merci Thierry, merci à tous les participants pour vos questions et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Au à revoir. tous.